Bonjour et bienvenue à tous dans Histoire de débattre, l'émission dans laquelle nous débattons de faits historiques. Au sujet du jour, le combat permanent pour la liberté de la presse en France de 1789 à aujourd'hui. Et pour débattre de ce sujet-là, nous accueillons pour la deuxième fois dans l'émission l'historienne Madame Bello. Madame Bello, bonjour. Bonjour. Eh bien, je vous laisserai commencer sur notre première période de 1789 à 1781. Pas de souci. Alors, encore une fois, c'est au lendemain de la Révolution française que cette liberté est mise en avant. En effet, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et notamment l'article 11, qui va promouvoir. Je cite, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ». Ce sont les premiers pas de la France en fait dans la question de la diffusion de pensées et d'opinions dites libres. Ainsi, en instituant la liberté d'expression, cela déclenche une exceptionnelle floraison de journaux qui est en fait immédiatement perçue comme l'une des grandes nouveautés de la période. Et oui, et en effet, en fait, sur cette période, alors que la censure royale n'autorise qu'environ 60 feuilles dans le royaume en 1788, elles seront 500 en 1792 à Paris. Et jusqu'au 10 août, toutes les convictions s'expriment dans un climat finalement de liberté illimitée. Par exemple, de nombreux hommes politiques se tournent vers le journalisme pour exposer leurs vues ou acquérir de nouveaux revenus. Ils inventent cette presse nouvelle dans le bouillonnement d'idées qui caractérise la période. À cette époque, rien ne semble contraindre la liberté de presse, rien. Et les lois, dont le but était de structurer au final cette liberté de la presse, étaient bien trop imprécises pour qu'elles soient respectées. Et c'est pourquoi, en 1792, la presse fut vécue dans une liberté la plus totale avant l'arrivée de la République. C'est exact. De ce fait, jusqu'en 1792, une logique de terreur en fait fut exercée avec la mise en place de lois telles que celle qui punit à mort tous ceux qui, par leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie, du fédéralisme et ennemis de la liberté. La presse va donc subir ce que l'on peut appeler une politisation. La nouvelle société née de la Révolution vit dans la liberté d'expression. Les papiers nouvelles rendent compte des problèmes de cette fin d'année 1790. L'Assemblée est aux prises avec la question financière, les biens nationaux et les assignats, et avec les débuts de l'immigration. Signe visible des temps nouveaux, la presse modifie les modes de pensée. Par elle s'opère la politisation de l'opinion. Cela en fait va durer jusqu'en 1880, nous menant donc à notre seconde partie basée sur la loi du 29 juillet 1881. En effet, à présent on va traiter d'une période bien plus courte, de 1880 à 1905. Et en fait, cette période, elle va essentiellement être basée sur la loi que vous venez juste de citer, la loi du 29 juillet 1880. En fait, la liberté de presse a été concrètement instaurée en France par cette loi même, qui va supprimer le système de contrôle préventif de la presse, alors très peu libéral, car basé sur l'autorisation préalable et le cautionnement. Si cette loi est souvent considérée comme le texte juridique fondateur de la liberté de presse et de la liberté d'expression en France, elle est dans le même temps le texte pris en rédaction à la Commune de Paris, qui en limite l'exercice et incrimine certains comportements. En fait, la loi de 81, ce sont les moyens de faire appliquer les principes dont on a parlé juste avant, ceux de 1789. Il est aussi important de savoir qu'en fait, cette loi, elle souffre quand même de quelques lacunes, telles que le fait que les législateurs de 1881 ont protégé la presse en fait de toute menace administrative ou politique, mais ils ne se sont pas préoccupés de la garantir contre les menaces économiques. C'est-à-dire qu'en fait, la presse n'est pas libre face aux hommes d'affaires. On a aussi le fait qu'elle ne reconnaît pas les journalistes en tant que professionnels de l'écriture de la presse. Mais oui, mais cependant, en fait, elle a quand même, il est important de dire qu'elle a permis le développement d'une presse populaire, souvent outrancière et polémique, enfin une presse populaire. Mais ça a été polémique comme avec les excès de la presse antisémite au moment de l'affaire Dreyfus, la fameuse affaire Dreyfus. Cette affaire a fait émerger près de 100 000 articles qui ont été publiés dans la presse française sur l'affaire Dreyfus, entre l'arrestation du capitaine Alfred Dreyfus en 1894 et sa réhabilitation en 1906. Et en fait,
cette affaire, presque, en fait, ça va mener à un certain essor de la presse. Et cet essor va venir se confirmer, en fait, après le vote de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse. C'est 250 à 300 quotidiens qui tirent ensemble à 5 millions d'exemplaires à la fin des années 1890 et à 9 millions d'exemplaires dans les années 1910, donc soit près 4 millions d'exemplaires de plus. Donc on a 4 grands quotidiens parisiens à diffusion nationale. On a le Petit Journal, le Petit Parisien, le Journal et le Matin. Ils forment la presse populaire à gros tirage, donc environ 4 millions d'exemplaires, et à très faible prix de vente, donc le prix qui s'élève à 5 centimes. Cette presse populaire, elle va avoir un large impact sur la demande sociale qui est liée à l'alphabétisation généralisée des Français, la demande politique issue du suffrage universel, l'offre culturelle de la presse avec les feuilletons et les faits divers, ainsi que les illustrations sans cesse plus nombreuses. Effectivement, et donc ça va clore notre partie de 1880 à 1905. Et on va rentrer dans notre plus large partie, c'est-à-dire de 1905 à aujourd'hui. Donc on sait très bien que la liberté de la presse, elle va s'exprimer par divers moyens, être remise en cause par divers moyens. Ce qui fait qu'aussi on va s'intéresser aux 2 grandes guerres mondiales. Parce qu'en effet, en fait, la liberté de la presse, elle va être remise en cause pendant les 2 grandes guerres mondiales, sans compter, encore une fois, les guerres de décolonisation. Et en fait, durant les 2 grandes guerres mondiales, la censure et la propagande vont venir prôner la liberté de presse. C'est exact. Le 2 août 1914, le jour de la mobilisation générale, l'état de siège en fait est proclamé, ce qui va donner aux autorités militaires un droit de suspension ou d'interdiction des journaux. Une loi du 5 août destinée à réprimer les indiscrétions de la presse en temps de guerre prévoit des sanctions qui vont de la saisie à la suspension, puis à des poursuites des journalistes devant un conseil de guerre. Exactement. En fait, on va plus se contenter de censurer. C'est assez vite que l'armée s'est décidée à fournir elle-même de l'information. Et son service d'information est mis en place dès octobre 1914 et donne 3 communiqués militaires chaque jour. Ils peuvent servir de support à une propagande visant à maintenir le moral des soldats et de l'arrière. Ils peuvent aussi servir à stigmatiser l'infériorité morale des soldats allemands bien sûr, et à exalter au final l'héroïsme des poilus. Donc bien acceptés pendant les 2 premières années de la guerre, la censure et la propagande le furent moins par la suite, et c'est important à retenir. Le dit bourrage de crâne est dénoncé par de rares journaux en but et aux tracasseries des censures, telles que, on peut citer par exemple le Canard enchaîné. C'est exact. La presse, en fait, elle subit le même sort pendant la Seconde Guerre mondiale que pendant la Première. Donc on a censure et propagande, un sort qui est encore aggravé par le drame de l'occupation. Après la débâcle et l'armistice, la presse ne survit sous l'occupation que pour servir la propagande de l'occupant allemand et de Vichy. Suite à ça, après la libération, il s'agit de rénover et de purifier dans l'esprit de la résistance une presse qui a été compromise avec l'occupant et Vichy. Des ordonnances de 1944 visent à épurer la presse de l'occupation, à empêcher la concentration des organes de presse et à fournir à une nouvelle presse les moyens matériels de son existence finalement. Et oui. Et de plus, en fait, les guerres d'Indochine et d'Algérie sont de nouveau prétexte à une censure partielle, à laquelle on préfère cependant la saisie des journaux et les techniques d'encadrement des reporters dans les zones de combat. Et en fait, à cela va s'ajouter le développement de l'audiovisuel comme la radio, la télévision. Et donc ça va modifier le périmètre d'exercice de la liberté de la presse. Mais ça pose tout de même, et encore une fois, le problème d'un contrôle de l'information par État. En effet, aujourd'hui, le combat pour la liberté de la presse, il s'opère à un autre niveau, celui des réseaux sociaux. En effet, avec le XXIe siècle, il aura été marqué par l'émergence de ce nouveau moyen de communication. Si les réseaux sociaux ont un impact mondial, il est important de rappeler que tout ce qui s'y trouve l'est aussi. Ainsi, on a différents types d'informations, vérifiées ou non, qui circulent à toute vitesse et peuvent en fait atteindre une très large audience. Là est la limite des réseaux sociaux finalement, pour ce qu'il en est de la liberté de presse. De plus, on peut parler du concept de fake news qui peut et porte largement atteinte aux droits de la presse.
Cela passe par la liberté d'opinion promise à chaque individu s'inscrivant sur Internet. En effet, et en fait, avec l'avènement de ces réseaux sociaux, il n'a jamais été aussi simple de s'exprimer, de diffuser des idées auprès d'une large audience mondialisée et de tout âge. Il est important de le rappeler. Et en fait, de ce point de vue, les réseaux sociaux ont directement contribué à accroître notre liberté d'expression. Donc on pourrait parler de liberté de la presse aussi. Mais en fait, avant de prendre la parole sur les réseaux sociaux, il est essentiel de garder à l'esprit que des mécanismes d'encadrement permettent en fait d'encadrer la liberté de parole qui peuvent exister sur Facebook, Twitter, TikTok, plusieurs réseaux sociaux. En fait, normalement, toutes ces plateformes prévoient des conditions générales d'utilisation, des CGU, qui doivent être acceptées avant de pouvoir s'inscrire et d'utiliser leurs services. C'est exact, et en fait, de ce fait, l'usager adhère à l'ensemble des dispositions contenues dans ces conditions générales d'utilisation et accepte que ses propos puissent être modérés lorsqu'ils ne respectent pas la charte d'utilisation interne à la plateforme. Les réseaux sociaux, en fait, peuvent être considérés comme concurrents des médias d'information, car ils sont plus consultés par les internautes, et que, par exemple, Facebook lance même son propre média d'information. Mais les réseaux sociaux sont surtout un excellent outil pour promouvoir des articles, ce qui en fait un ami des journalistes et des médias d'information. Nous pouvons donc affirmer que les réseaux sociaux sont plus que des ennemis de la liberté de la presse. Eh bien, merci beaucoup, Mademoiselle Bello. On se retrouvera pour une autre émission, je l'espère, dans Histoire de débattre. Et pour un petit mot de la fin, nous vous rappelons que sans cette liberté de presse, vous ne seriez pas ici aujourd'hui en train d'écouter ce podcast. Merci à tous d'avoir écouté. Merci, au revoir.